parle pas tout de suite. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Philippe Hertel, le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche de la région Occitanie. Merci pour votre présence nombreuse à ce moment d'échange et de restitution des premières orientations de notre futur schéma régional enseignement sup, recherche, innovation. Vous l'avez compris, nous sommes en duplex avec Montpellier, puisqu'on partagera les temps de parole et évidemment on pourra échanger avec les interlocuteurs qui sont présents sur le site de la Cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier. Voilà, donc on est très content de pouvoir organiser ce temps collectif à l'issue de ce processus de concertation qui a été très riche, sur lequel on va revenir. Avant de passer la parole à Madame Pelfing, la vice-présidente enseignement sup, recherche et relations internationales de la région Occitanie, et Madame Gatzel, la présidente de la commission enseignement sup, recherche de la région, nous vous proposons de projeter une petite vidéo de la présidente Delga, qui n'a pas pu être là ce soir et qui tenait à vous faire passer un petit message. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous, étudiants, enseignants, chercheurs. La région Occitanie est attentive aux problèmes du quotidien, mais prépare aussi l'avenir. Anticiper pour ne pas subir. Et dans le cadre du Pacte vert, nous voulons faire de l'Occitanie une région à énergie positive en 2050, une région inclusive, qui veille à l'équité entre les territoires et accompagne les dynamiques d'une souveraineté et aussi d'une région ouverte au monde. La contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche est essentielle pour construire ce nouveau modèle de développement. Il s'agit notamment de former nos jeunes à des métiers d'avenir, de leur donner l'opportunité de s'épanouir dans leur vie d'étudiant et dans leur vie professionnelle. Et puis, c'est également l'opportunité de s'impliquer dans la vie citoyenne. Sur tous les territoires d'Occitanie, métropole comme ville universitaire d'équilibre, comme petite ville, je veux favoriser l'émancipation et les parcours de réussite de tous les jeunes, notamment les plus précaires et les plus éloignés des savoirs. Construire cette région d'avance, c'est aussi miser sur la recherche pour mieux anticiper les transitions, les accompagner, développer l'emploi de demain. En accompagnant les transitions, notamment économiques et écologiques, je souhaite renforcer l'attractivité, l'excellence et le rayonnement de l'Occitanie en portant une stratégie d'internationalisation de l'ESRI ambitieuse. Pour définir les politiques publiques régionales, j'ai souhaité une méthode, la concertation et le collectif. Je veux que nous nous appuyions sur l'ensemble de notre écosystème. Je souhaite donc ici remercier cette mobilisation. Plus de 600 personnes ont participé à chacun des 2 cycles d'ateliers qui préparent notre prochaine stratégie de soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Je compte donc sur vous pour que cette mobilisation se poursuive, s'amplifie, qu'elle soit le socle de nos partenariats futurs dans la mise en œuvre de la stratégie définie ensemble. Comptez sur notre engagement pour accompagner ces dynamiques collectives dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain pour nos concitoyens, tout particulièrement pour nos jeunes. C'est ensemble que nous relèverons les défis majeurs pour l'avenir de notre région. Merci à toutes et à tous et bonne restitution. Nadia, à toi l'introduction. Merci beaucoup, monsieur le directeur, cher Philippe. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous à Montpellier. Je suis ici à Toulouse depuis la Cité. La Cité qui est un nouveau lieu d'innovation de la région Occitanie. Peut-être que certains d'entre vous le découvrent physiquement ce soir. Peut-être que certains d'entre vous, depuis la Cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier, autre lieu des fiertés de l'innovation collaborative, vous avez eu l'occasion d'y être à Toulouse de temps en temps. En tout cas, moi j'ai eu le bonheur d'être là où vous êtes à Montpellier. Ces 2 cités, c'était des engagements de la présidente Delga avant le précédent mandat. Et on a été très très heureuse de pouvoir les inaugurer sous le précédent mandat. Enfin, les inaugurer. Pour ce qui est de la Cité à Toulouse, en réalité, c'était prévu le 18 mars 2020. Alors, vous comprenez bien que ça ne s'est pas exactement passé comme c'était prévu. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un endroit qui vit, qui revit et que je suis très heureuse de trouver, de retrouver
C'était l'endroit où sont sortis les premiers avions pour démarrer l'épopée de l'aéronautique à Toulouse, puisqu'était ici installée l'usine Latécoère. Et en 1918, les premiers avions sortaient de ces mêmes halles. Ici, vous avez peut-être trouvé, comme à Montpellier, de la créativité, m'a-t-on dit, sur les différents ateliers que nous avons pu tenir. Vous avez été 1200 jusqu'à présent à participer aux différentes sessions d'ateliers qui se sont tenues à Montpellier puis à Toulouse puis à Montpellier. Ce soir, nous allons, avec Claire Gatzel, la présidente de la commission enseignement supérieur recherche, que vous voyez là aux côtés de la directrice adjointe, Frédérique Duclerc-Galix, on va ensemble vous présenter en duplex les restitutions, en tout cas ce que nous avons retenu et ce que les services, que je remercie pour tout le travail qui a été élaboré à la fois pour préparer cette concertation et à la fois pour être en capacité de vérifier avec vous que la restitution, ce que nous avons retenu en tout cas, est bien ce que vous nous avez dit, parce que c'est ça qui nous servira de base pour établir le rapport, la stratégie que nous partagerons avec l'ensemble de nos collègues le 30 juin pour qu'ils adoptent en assemblée plénière ce que sera la stratégie de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour les 6 années à venir. Alors normalement, à ce moment-là, soit vous vous dites, on espère qu'on a tout bien dit, qu'on a fait passer tous les messages, soit vous vous dites, mais ils sont dingues, nous, à 2 ans, on trouve ça compliqué de faire des prévisions. Je vois la présidente de l'université Toulouse-Jean Jaurès, chère Emmanuelle, et nous aussi, nous sommes dans des budgets annualisés, et donc de se dire, mais comment on peut se projeter aussi facilement pendant 6 ans? Bien évidemment, il s'agit de fixer des caps. Ces caps-là, ils sont guidés en grande partie par les valeurs, les identités, les objectifs que nous nous sommes fixés au sein de l'Assemblée régionale, et notamment à travers le pacte vert. Vous savez, ce pacte que nous avons adopté en novembre 2020, en novembre 2020, et qui fait finalement passer au tamis de l'ensemble des politiques publiques désormais notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Comme disait Pierre Rabhi, nous prenons notre part. Alors bien sûr, nous savons bien que la seule région Occitanie n'aura pas la capacité de répondre efficacement seule à la lutte contre le changement climatique. Sauf que voyez-vous, ici on a des compétences, vous êtes ces compétences, on a des ambitions, vous êtes ces ambitions, et je crois des objectifs partagés. Le rapport du GIEC a été rendu récemment, en février, est passé un peu sous les radars. Au regard de l'actualité internationale et de la guerre en Ukraine après l'invasion de la Russie, on peut comprendre qu'il y ait eu moins de focus que nous l'aurions imaginé, pensé, au moment où il était rédigé, rendu par les experts du GIEC, que ce qui n'a été. Simplement, ils ont rappelé que sans action particulière, il y aurait 216 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines années. Et déjà, ici, dans notre territoire, on ressent avec les inondations, qui sont des objets d'étude pour beaucoup de nos laboratoires, dans la vie et le quotidien de nos agriculteurs, dans la vie, le quotidien de certains de nos habitants qui sont loin de ces fameux îlots de fraîcheur et qui, au milieu du bitume, supportent chaque année des températures plus importantes, en même temps parfois que de l'isolement, notamment après les 2 années de pandémie. Bref, l'ensemble des préoccupations doivent tendre dans les politiques publiques, qu'elles soient celles des transports, mais celles également de la recherche ou de l'enseignement supérieur, de pouvoir mettre en œuvre un modèle plus vertueux dans lequel le développement se fait différemment. De dire ensemble que nous ne pouvons plus continuer comme avant et que pour ça, il faut transformer la société. Mais transformer la société, c'est s'appuyer sur la science et la connaissance. C'est faire le pari de la jeunesse, de leur faire confiance. Et vous verrez que dans les intervenants qui vont se succéder, et que je remercie d'avoir accepté de témoigner, que ce soit Christophe Turpin qui va nous parler de l'hydrogène vert, que ce soit Océane Radjeva qui va nous parler en tant que présidente de la GEMP de la situation des étudiants et surtout des actions à mener ensemble pour que les conditions d'études soient mieux réunies. Que ce soit Claude Grison de l'entreprise Chimécolab qui est à Montpellier, qui va témoigner des actions qu'on peut mener dans le cadre partenarial.
vous verrez que c'est bien la conscience d'avoir un partenariat fertile entre structures publiques, structures privées, mais surtout des acteurs de toutes les dimensions. Vous êtes, pour certains d'entre vous, citoyens, citoyennes engagés, tous en réalité, je l'espère. Vous avez, pour d'autres, et pour certains également qui sont citoyens engagés, des responsabilités. Je vois Madame la directrice du Crous Occitanie Ouest. J'imagine que le camarade Est est probablement à Montpellier. Je vois, et je veux le saluer, puisque je n'ai pas eu le temps de lui faire des bises, même si l'usage le permet désormais, mon ami Jean Tadzuc, qui a inspiré, avec le CCRDT qu'il a présidé pendant plusieurs années, les défis clés, justement, dont il sera question et dont il a été question dans les différents ateliers. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand on est une collectivité, quand on démarre un mandat, il est normal de mettre à plat une stratégie et d'envisager les trajectoires à atteindre à l'issue du mandat. Au-delà de, et plus précisément que cela n'a été traduit dans une campagne électorale, par exemple. Simplement, la signature et la marque de la région Occitanie, c'est de se dire qu'on veut le faire avec vous. Il est d'usage de dire qu'il faut traduire des solutions, des besoins, et être en permanence en lien avec les habitants. Simplement, lorsque les objectifs demeurent les mêmes finalement pour la puissance publique, bâtir des stratégies pour plus d'emplois, mieux d'emplois aussi, et pour la croissance en Occitanie, alors il a fallu imaginer un ensemble de politiques publiques à conjuguer pour atteindre cet objectif de qualité de vie, de croissance en conscience, comme le dit souvent la présidente Carole Delga. Ça a été cette stratégie régionale de l'emploi et de la croissance, la SREC, qui est menée finalement avec d'autres disciplines et plusieurs collègues vice-présidents qui sont en responsabilité sur des chapitres différents de nos politiques publiques. C'est ça, le schéma qui reprend l'ensemble du cadre stratégique de l'action régionale pour bâtir une stratégie pour l'emploi et la croissance. La croissance, pas en tant qu'on l'a définie en matière de croissance de points de PIB, mais une croissance qui s'appuie sur la valeur ajoutée territoriale, qui essaie de mesurer à quel point ça améliore les conditions de vie, comment on peut prendre en compte les mutations du monde du travail, notamment avec la mise en place du télétravail, quelles interactions on aura sur les impacts carbone en fonction des situations auxquelles on est confronté, comment on fera finalement pour devenir la première région à énergie positive d'ici 2050, avec le pari que ça créera des emplois. Que pour cela, il nous faudra diminuer par 2 la consommation d'énergie et produire 3 fois plus d'énergie renouvelable. Et que comme on est déjà champion en hydraulique, en photovoltaïque et en éolien, on a bien une raison de se poser la question de l'hydrogène vert, du stockage, de mettre en place et de dérouler le plan de 150 millions d'euros et de s'appuyer pour cela sur les ressources qui sont les nôtres. Le moment d'ailleurs où, quand on parle de décarbonation, d'aviation verte, choisis Olivier Lèbre pour rentrer au titre de la direction de l'ESAS Super-Héros dans cette salle. Tout ça, ce schéma que je ne vais pas commenter, c'est une manière d'exprimer que nous sommes conscients, que nous sommes une partie du tout, et que l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation sont aussi une partie du tout des politiques publiques que nous devons mener ensemble. Et donc il ne s'agit pas, pour nous, d'être en silo entre enseignants-chercheurs, étudiants, et puis demain d'avoir une autre réunion avec les dirigeants d'entreprise, et puis de dire des choses différentes aux uns aux autres, et puis finalement de se rendre compte que rien ne fonctionne si on ne se cause pas et qu'on ne trouve pas la manière d'interagir ensemble. Interagir ensemble, c'est être aussi en capacité de faire dialoguer, pas simplement Toulouse et Montpellier comme nous le faisons symboliquement ce soir, mais l'ensemble des territoires. C'est sur les différents temps de concertation qui se sont tenus certes à Toulouse et Montpellier, les accompagner des comités de pilotage, en termes barbares COPIL, vous connaissez pour la plupart d'entre vous ces termes de COPIL, COTEC, CODIR, vous savez ce qui remplit nos agendas, mais qui finalement sont des temps humains, d'échange et de dialogue. Et lorsque nous faisons l'assemblée des villes universitaires d'équilibre, de ces 18 villes qui sont au-delà de nos 2 métropoles de Toulouse et Montpellier. C'est affirmer qu'une politique publique régionale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne peut exclure des territoires sous prétexte qu'ils sont en zone rurale, en zone de montagne et qui comptent une densité de population plus faible. Voyez les visages de la CESRO, slide suivante. Ça, c'est quand on s'est réunis à Narbovia. Vous savez, l'Aude est devenue le carrefour et parfois le centre de la région Occitanie.
La dernière fois, chers amis, pour beaucoup d'entre vous, que nous nous étions réunis pour faire une stratégie régionale dans l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, il y avait le directeur de l'ONERA, le directeur de l'enseignement supérieur, Thierry Alcouve, que je remercie de sa présence renouvelée, et on parlait de XLR, XMP, ex-Languedoc-Roussillon, ex-Midi-Pyrénées. Nous n'étions pas encore tous occitans des Pyrénées à la Méditerranée. On était en train de fonder cette nouvelle identité. La présidente de région, Carole Delga, était en train d'incarner cette nouvelle dimension territoriale. Aujourd'hui, on a des étudiants qui se projettent sans trop de difficultés d'une formation à Nîmes à une formation à Toulouse. Et nous, ce qu'on voudrait assurer, au-delà de l'identité régionale, c'est bien qu'elle soit irriguée par ces valeurs et qu'un étudiant de Nîmes, de Auch, de Rodez ou de Perpignan, peut-être particulièrement de Perpignan, ait envie de s'ouvrir au monde. Qu'il ait envie de s'appuyer sur la connaissance, qu'il combatte même les fake news et l'extrême droite. Non, parce que la réalité, c'est que, au-delà de la connaissance, c'est les citoyens de demain qu'on veut former, ce sont les compétences de demain qu'on veut former. Mais pour cela, il faut savoir quelles seront les émergences de recherche de demain. Il faut savoir repérer si dans le quantique, on a des choses à défendre ou on n'en a pas. S'il y a les laboratoires, les compétences pour pouvoir supporter ces sujets-là, si on a les équipements scientifiques qui permettent de le faire, ou alors si c'est sur celles-là qu'il faut miser aux prochaines contrats plans État-région pour pouvoir avoir les équipements qui permettront d'accompagner ces dynamiques. Bref, tous ces sujets, il faut les anticiper. Alors bien sûr, le 30 juin, on n'aura pas un texte figé, mais on posera les trajectoires, on fixera les ambitions, on se sera accordé ensemble sur les valeurs. Les nôtres, elles sont claires. Ça doit être une connaissance partagée, aucun territoire qui laisse à l'abandon. Aucun gamin qui est assigné à résidence et qui sera tenu par des déterminismes territoriaux loin de sa capacité d'étude parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer un logement dans les deux belles métropoles. Ce sont des enseignants-chercheurs qui doivent se dire que leur déroulé de carrière, il se fera aussi bien s'ils vont étudier et délivrer des cours à Rodez que si jamais ils restent à l'université de Montpellier ou à l'université de Toulouse en l'occurrence. C'est finalement réaffirmer que quand on met des moyens dans la recherche, on met des moyens dans le développement de notre société. C'est dire aussi que la région, comme chef de file des collectivités territoriales dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, sait qu'elle ne pourra pas faire toute seule, sait qu'elle doit s'appuyer sur ceux qui font, mais demandera aussi avec exigence à l'État de maintenir ses moyens à destination des responsabilités qui relèvent de lui, notamment en termes de recherche fondamentale, de continuum entre Bac+3 et de Bac+3, que ça signifie des effectifs pour les enseignants-chercheurs, que ça signifie des capacités d'initier des politiques de solidarité quand ni la guerre ni le Covid n'ont éteint la précarité de nos étudiants dont on parle finalement bien peu. Bref, sur tous ces sujets, vous avez fait les diagnostics, vous avez commencé à apporter des solutions et aujourd'hui avec vous, on vérifie sur les 4 piliers que sont construire un nouveau modèle de développement pour l'Occitanie que présentera ma collègue Claire Gatzel. Accompagner l'autonomie et les parcours de réussite de tous les jeunes, sur lesquels on sera accompagné par les étudiants. Sur affirmer l'ouverture sur le monde, sur lequel j'aurai l'honneur d'échanger avec vous, ou en tout cas de témoigner de la restitution sous votre contrôle. Renforcer l'équilibre des territoires et les dynamiques locales avec, mais je l'ai oublié tout à l'heure, Benoît Roigre, le président de l'université de Nîmes, qui nous fait le plaisir de témoigner des dynamiques qu'il connaît extrêmement bien et on était ensemble pour d'ailleurs en parler il y a quelques jours à peine. Tous ces sujets vont nous amener à 19h25. C'est Claire qui assurera à la fois l'équilibre des territoires, belle mission Claire, et la conclusion. J'aurai pour ma part la responsabilité d'être à leur rendez-vous suivant et vous prie d'ores et déjà de m'en excuser. Et pour les Toulousains, vous aurez la possibilité de profiter également de l'exposition qui se trouve dans la nef centrale de la cité, qui est l'exposition mise en place par Mercator, enfin avec Mercator Océan, qui devient un organisme intergouvernemental pour l'observation océanographique. C'est une très très grande fierté pour nous que d'avoir cette expo ici, et puis ça fait le lien avec la connaissance et la nécessité surtout de la partager. J'étais très heureuse en arrivant ici de croiser des petits-enfants de 3 ans qui disaient mais en fait c'est important l'eau. Bah oui, c'est important l'eau, et finalement ce qui nous réussit ici, c'est qu'on puisse faire qu'il y en ait encore un peu quand ils seront plus grands. Merci à tous pour vos travaux, merci à tous d'être présents, de donner de votre temps, et on commence de suite cette séquence de travail. Je cède la parole à Claire Gatzel, présidente de la commission.
Merci Nadia. Donc je vais vous présenter finalement vos travaux, puisque c'est globalement vous qui avez produit l'ensemble de ces grands thèmes et de ces grands objectifs. Donc le premier objectif qui est construire un nouveau modèle de développement pour l'Occitanie. D'abord construire une offre de formation qui prépare aux métiers de demain. Et on l'a vu, les métiers de demain, c'est pas tout à fait ce qu'on a connu hier. Et il va falloir effectivement pouvoir piloter l'offre de formation vers des nouveaux besoins en compétences. Et puis la notion que vous allez voir tout au long finalement de cette présentation, la notion de pluridisciplinarité, de transversalité. On y est partout. Hein, on est globalement, vous avez tous renvoyé le fait qu'il fallait s'ouvrir les uns aux autres, faire ensemble et ne plus rester en tuyau d'orgue. Et puis développer aussi la formation, l'offre de formation tout au long de la vie. L'idée qu'on se forme quand on est jeune et puis qu'après finalement on vit avec ça. Et c'est comme ça qu'on construit l'ensemble de notre exercice professionnel derrière. Est une idée que l'on sait particulièrement fausse, et d'autant plus quand finalement ce qui nous entoure change relativement rapidement, avec la nécessité de faire évoluer nos niveaux de formation. On évolue dans son métier, on n'est plus dans j'apprends un métier et je l'exerce pendant l'ensemble de ma vie professionnelle. On est dans j'ai un métier et je vais en apprendre d'autres et je vais me former à autre chose et je vais connaître à autre chose. Donc les modèles ont un peu changé et il faut que le système d'enseignement supérieur suive ces modèles changeants, et ça implique en tout cas vous l'avez vous-même pointé, dans les mutations des entreprises et dans les évolutions des métiers, et donc dans la formation continue tout au long de la vie. Pour ce qui est du soutien à la recherche, là aussi, c'est d'abord bâtir une stratégie d'accompagnement différenciée, une approche plus collective à partir des défis clés. Donc, on est sur une approche qui est liée à des thématiques autour desquelles l'ensemble des acteurs régionaux, quel que soit leur lieu d'exercice, se retrouvent pour pouvoir faire avancer des thématiques spécifiques. C'est l'émergence du ressourcement scientifique, c'est des notions d'attractivité, c'est surtout des notions de plateforme de recherche et d'innovation qui ont déjà commencé à être développées, mais qui doivent se développer de plus en plus. Plateforme accueillant finalement là aussi des chercheurs de toute origine et de toute obédience, ayant besoin d'utiliser ces plateformes, et c'est probablement des lieux d'émergence de réflexion plus complexes et plus intéressantes parce qu'elles regroupent l'ensemble des disciplines. Et puis favoriser des dynamiques interdisciplinaires pour répondre aux grands enjeux et construire de nouveaux espaces de réflexion et de collaboration. Donc là, on est bien, aussi bien dans la formation que dans la recherche, sur la notion de pluridisciplinarité, la notion de transversalité, de faire ensemble, à partir effectivement de plateformes ou d'outils extrêmement spécifiques qui permettent à tout le monde de pouvoir faire ensemble. Pour ce qui est de l'innovation, là aussi des grands enjeux de structurer l'écosystème de l'innovation, d'arriver à des organisations consolidées des acteurs, une lisibilité de l'offre et des compétences pour ce qui est de l'innovation, et la relation, en tout cas faciliter la relation entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Et puis soutenir le continuum entre la recherche et l'innovation, c'est déjà ce que la région, ce dans quoi la région est impliquée depuis plusieurs années, avec des modalités adaptées aux différentes formes, des étapes de collaboration entre laboratoires et entreprises, de la maturation, de l'essaimage, de l'entreprise innovante, des flux inverses, innovation-recherche,
plutôt que recherche-innovation dans certains cas. Et puis de développer de nouveaux modèles de collaboration, l'accès aux plateformes, des offres de services pour toutes les entreprises, l'accès aux plateformes d'innovation, certes pour les chercheurs, mais aussi pour les entreprises. Et puis, éclairer les enjeux sociétaux et favoriser la rencontre entre la société civile et la recherche. On a d'énormes enjeux de transition, comme l'a expliqué Nadia, des appropriations de nouveaux modèles, de débats publics. Les alimentations des politiques publiques nécessitent de la recherche sciences et sociétés, des boutiques des sciences participatives, etc. Donc on est là aussi dans une thématique relativement, alors pas forcément nouvelle, mais en tout cas qui nécessite d'être développée selon vos avis. Et on va avoir deux témoignages. Un premier sur le défi clé hydrogène vert avec Christophe Turpin qui est sur le site de Toulouse, chercheur au CNRS, laboratoire Laplace, qui est extrêmement impliqué dans la construction scientifique du technocampus hydrogène actuel et qui va un petit peu nous apporter un témoignage de ces nouvelles façons de penser. Alors, est-ce que sur le site de Toulouse, Christophe Turpin est prêt? Oui, bonsoir, je suis là. Donc bonsoir à tous. Je vais vous témoigner en 3 minutes l'aventure du défi clé hydrogène vert. Donc cette démarche a été initiée en 2019, sous l'action du CCRDT, qui nous a demandé en fait 3 choses. Donc recenser les forces occitanes sur l'hydrogène, structurer la prospective recherche et enfin proposer des actions concrètes. Donc 16 laboratoires ont contribué à cette démarche, cette réflexion qui s'est étalée sur 1 an avec plusieurs réunions. Ça a été très actif. Une partie de la communauté se connaissait déjà, mais une autre partie se connaissait partiellement. Donc on a émis un livret, un témoignage d'une 60aine de pages. Et nous avons émis une proposition très concrète, plutôt en disant on peut toujours essayer, on verra bien, et suggérer la mise en place d'un centre d'excellence occitan en hydrogène énergie. Et couvrant de la production, le stockage, les usages et tous les aspects de sécurité. Impliquant quasiment tout le territoire, Toulouse, Montpellier, Narbonne, Albi, Perpignan. Face à ce vœu pieux, on a eu l'excellente surprise de voir la région répondre avec les défis clés, et qui était vraiment une nouvelle modalité de soutien aux dynamiques collectives des acteurs de la région Occitanie. Et on nous a proposé, conformément à la logique de soutien à l'hydrogène au niveau de la région, de tenter de créer ce défi clé. Donc ça s'est passé grosso modo sur 1 an. On a co-construit avec la région l'aspect scientifique était déjà bien structuré, mais tout l'aspect budgétaire, des demi-bourses de thèse, les équipements, les RH soutien, comment avoir du budget pour faire venir de nouvelles personnes dans notre communauté. Et donc on est quand même arrivé à un copieux budget de 7 millions d'euros. Et puis on a déposé notre projet à la rentrée 2020 avec 18 membres. Et avant ça, j'ai oublié une étape importante. Donc il y a eu une grosse étape de consultation des tutelles afin de valider l'idée, puisque c'était comme un nouveau modèle. Et il a été décidé à ce moment-là que le portage se ferait par l'UFTBIP, au nom de tout le consortium, qui finalement est arrivé à 18 membres. Et nous sommes passés au vote à la commission permanente de décembre 2020. Finalement 2 ans quasiment date pour date après, nous avons eu cette création. Puis finalement, le démarrage, le vrai T0, le démarrage effectif a été très très rapide, puisque dès janvier 2021, on était opérationnel. Grâce aussi à l'énergie qu'a mis aussi l'UFTMIP, qui nous a permis de démarrer très tôt. Peut-être pour les amis de Montpellier qui seraient peut-être moins habitués à l'UFTMIP.
C'est l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. C'est l'équivalent de la coordination qui peut exister sur Occitanie-Est et pour laquelle c'est le président Yvan Huguet de l'Université Perpignan-Via Domitia qui assure la coordination aujourd'hui en succédant justement à notre ami président de l'Université de Nîmes qui témoignera tout à l'heure. Pardon Christophe. Pas de souci. C'est pour qu'on se comprenne tous bien en fait. Pas de souci. Et donc, nous avons pu démarrer en janvier 2021. Et donc, nous en sommes déjà à notre 3e appel de bourse de thèse, notre 2e appel d'équipement, d'investissement d'équipement. Nous sommes passés donc à 21 membres partant de 18. Nous sommes à peu près 150 chercheurs au total. Nous avons étendu les domaines scientifiques et d'études, donc avec notamment des acteurs des sciences sociales qui nous ont rejoints, et ça on s'en réjouit fortement parce que globalement on va dire c'était un parent pauvre dans tout notre consortium. Et donc, on commence aussi à avoir nos premiers accords avec des grands acteurs industriels. Donc, on peut citer Plastic Omnium au niveau du stockage de l'hydrogène. Bref, finalement, on est très ravis. On a finalement eu quelque chose qu'on ne pensait pas possible, très honnêtement, et qui s'est avéré finalement relativement facile à mettre en œuvre en termes de délai. Bien sûr, il y a eu beaucoup de travail. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même beaucoup de travail et toutes les consultations avec les tutelles notamment pour être bien d'accord avec ce nouveau modèle. Donc moi, au nom du consortium, je ne peux que remercier bien sûr la région et je souhaite à d'autres communautés forcément d'avoir la chance d'arriver à ce type de structuration et de soutien. Parce que quand même, un des gros points forts, c'est finalement, si on le résume, c'est confier à une communauté qui accepte donc de penser collectivement un budget, une autonomie en termes d'attribution de moyens de recherche. Et ça, c'est quand même assez unique. Et donc, on a réussi à le faire de manière collégiale. Et puis, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et on est vraiment dans l'état d'esprit initial. Et j'en suis très content pour notre communauté. Voilà. Merci Christophe de ces témoignages. Finalement, faire confiance. Claire, à toi, à vous. Donc finalement, la région a bien fait de parier sur cette typologie finalement de construction, avec, si mes souvenirs sont bons, 4 défis clés un peu prototypes dans un premier temps, et 11 nouveaux sur des thématiques très très larges qui viennent de commencer leur vie là très récemment. Deuxième témoignage. Claude Grison, qui est à mes côtés, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique. Elle va nous raconter là aussi un petit témoignage. Merci. Merci à vous pour votre invitation. Donc en fait, le laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique du CNRS et de l'Université de Montpellier développe des interactions fortes entre 2 champs disciplinaires qu'on oppose parfois, vous allez vite le comprendre, la chimie et l'écologie. Eh bien nous avons choisi de les réunir parce que ces 2 disciplines peuvent avoir de belles complémentarités et conduire à des solutions fondées sur la nature pour résoudre un certain nombre de problèmes environnementaux. Donc, dans le cadre de ces recherches et de cette démarche, on a souhaité s'intéresser de façon, très approfondie à un gros problème qui a été évoqué tout à l'heure, la préservation de la ressource en eau, grosse thématique régionale. Et notre défi était de trouver ces solutions qui s'inspirent complètement de la nature, avec des ressources végétales appropriées, mais qui pourraient être des solutions pérennes, durables, et donc qui pourraient être soutenues économiquement par l'innovation. Donc on a travaillé sur des espèces très régionales, des espèces aquatiques exotiques envahissantes, dont on a découvert, grâce à nos efforts écologiques, des propriétés assez hors normes, non pas simplement pour proliférer de façon assez massive, mais aussi pour dépolluer des effluents aquatiques par, un certain nombre de polluants métalliques ou émergents. Et quand on a identifié cette solution, on a eu tout de suite le désir, en fait, que ces plantes, sous forme, de filtres végétaux qu'on a conçus, ne soient pas de nouveaux déchets,
en fait, que ces filtres végétaux, après leur action de dépollution, puissent avoir une utilité. Et on l'a très vite trouvé dans une chimie qu'on qualifie aujourd'hui de chimie écologique, mais une chimie un peu révolutionnaire pour nous, à savoir qu'elle permet de construire des molécules 100% biosourcées sans aucun intrant chimique. Et donc, cette idée était une idée de recherche qu'on a souhaité transférer très vite vers la sphère socio-économique, en réfléchissant au meilleur schéma, avec quand même le soutien de CNRS Innovation qui nous a aidé à réfléchir sur l'avenir de ce projet, développer donc une maturité sur ces solutions au niveau pré-industriel. Et donc là, on a eu la chance de bénéficier de fonds FEDER pour développer ce qui s'appelle le projet Eau végétale, qui nous a permis de monter en TRL et d'aboutir au développement de pilotes pré-industriels sur l'ensemble de la technologie. Donc on a implanté des pilotes sur des sites régionaux, un dans le Gard, un près de Salsigne, donc pour montrer la faisabilité à grande échelle de ces projets. Et puis à ce niveau d'avancement du projet, on a eu la chance de rencontrer le startup studio TechnoFounders et on a choisi là de créer une société ensemble, de la fonder et de la développer ensemble. Elle s'appelle BioInspire. Donc BioInspire développe donc toute cette technologie. C'est une véritable filière. C'est pas un équipement particulier. C'est donc une filière qui commence par la gestion de ces espèces exotiques envahissantes sur le terrain, avec, les gestionnaires des bassins versants de la région. Et puis on transforme donc ces plantes envahissantes en poudre végétale, qui sont ces filtres végétaux dépolluants, qui sont après déployés, utilisés, qui trouvent une seconde vie pour développer cette chimie écologique. Alors il y a plein de choses inattendues en fait dans ces découvertes et même dans ces créations d'entreprises. On s'est rendu compte que finalement ces plantes exotiques envahissantes étaient extraordinaires de par leur dynamisme et que c'était dû à une physiologie à part qui leur était propre. Et ça fait naître une deuxième débouchée économique. Grâce au projet régional donc Résilience, on est en train de montrer que ces plantes peuvent être directement après récolte, utilisés comme des outils chimiques extrêmement performants pour créer de nouvelles molécules à nouveau 100% biosourcées. Donc l'entreprise BioInspire évolue au contact du laboratoire de recherche, grâce aussi au soutien de Muse qui nous a permis de l'accueillir dans de bonnes conditions. Et on se rend compte en fait que le lien entre la recherche et le développement industriel sont très étroits et vont certainement perdurer. D'ailleurs, il y a une analyse récente du directeur d'innovation du CNRS qui le montre. 7 ans après, ce genre d'entreprise garde des liens forts avec le laboratoire de recherche. Donc, c'est vraiment cette interaction réussie qui fonctionne dans les deux sens, qui nourrit la société, qui lui permet de se développer. Et parallèlement, s'est intéressé à un autre problème très régional qui commence déjà à montrer son intérêt, c'est concevoir des répulsifs nous permettent de nous protéger contre des insectes qui sont vecteurs de maladies infectieuses. On en connaît un, là, qui est en train de se développer, là, dès maintenant, le moustique tigre. Alors là encore, c'est vraiment l'interdisciplinarité qui a été évoquée tout à l'heure, qui a été vraiment à l'origine du projet. C'est un problème écologique donc criant. On considère que le moustique tigre est une des espèces les plus invasives actuellement. Mais on a souhaité comprendre en fait son mode de vie à l'échelle la plus petite. C'est l'échelle de la molécule. Et du coup, là encore, le regard de la chimie sur ces problèmes écologiques nous a permis de créer finalement le premier répulsif de ce moustique tigre qui a le label éco-garantie. Il est très efficace, il s'appelle Crusoe, n'hésitez pas à l'acheter. Et il nous a permis, de créer à nouveau avec le startup studio TechnoFounders une deuxième entreprise qui s'appelle Laboratoire Bioprotection, qui commercialise Crusoe, qui est aussi abrité dans les locaux du laboratoire de recherche, toujours avec le soutien de Muse, qui nous permet de poursuivre cette aventure le plus loin possible et de créer des produits qui dérivent de cette idée initiale et de faire prospérer le projet scientifique, mais également les activités d'entreprise. Merci beaucoup. Effectivement, si on avait besoin d'être convaincu, ça m'a l'air d'être le cas. Est-ce que un petit peu de temps d'échange dans la salle à Toulouse ou à Montpellier sur cette portion plutôt formation, recherche, innovation?
Qui se lance? Sur Montpellier, personne... Vous nous avez tous convaincus, finalement. Bon, ceci dit, c'est pas très étonnant, puisque les grandes thématiques, globalement, vous avez contribué à les faire ressortir. Donc, il y a une certaine cohérence. Bon, pas de temps... Je regarde, je ne veux pas balancer les noms. Je regardais pendant qu'il était question des vertus de certaines plantes extrêmement bien exotiques et extrêmement bien définies leur physiologie. Je levais les yeux vers Pierre-Benoît Joly et Lynn Rae, qui regarde lui-même du côté de Mike Toplis en se disant, et voilà, ça va tomber sur lui, porteur scientifique de Thierry. Non, pas de réaction particulière sur ce premier volet à Toulouse, non, pour le moment. Bon, ben écoutez, on va passer au deuxième volet, en sachant que moi j'ai visité, en visitant Agropolis, tout le secteur de laboratoire d'élevage de moustiques, qui doit servir entre autres à traiter vos produits et qui m'a beaucoup impressionné. Donc effectivement, voilà, nous sommes protégés pour l'avenir. Le début de l'avenir, parce que le moustique tigre, forcément, il va s'adapter. Merci beaucoup. Nadia, je te laisse la parole pour la suite. Allez, on prend la suite. Et puis de toute façon, si pendant la présentation de la deuxième thématique, qui a fait l'objet de vos énergies intellectuelles, vous vous rendez compte que vous vouliez en fait intervenir sur la première thématique, c'était possible. Tu peux rester, Christophe, tu fais comme tu veux, hein. Alors, ben voilà, accompagne-nous. Il y a donc sur le deuxième volet, il est question de l'autonomie et des parcours de réussite de tous les jeunes. Merci d'abord aux étudiants qui ont participé à ces échanges. Pour nous, c'était et c'est extrêmement important de définir une politique publique qui ne soit pas faite que pour les étudiants, mais qui soit bien définie avec les étudiants. On considère que les étudiants ne sont pas seulement usagers, ils sont acteurs du système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et donc, il ne s'agit pas pour la collectivité de proposer des solutions aux étudiants, il s'agit de considérer les solutions qu'ils et elles sont en capacité de proposer et d'essayer de construire avec eux, du coup, des dispositifs qui répondent aux besoins. Je vois le vice-président étudiant nouvellement élu du CROUS de Occitanie Ouest. Je suppose qu'il y a peut-être le ou la collègue de l'Est de l'autre côté à Montpellier. Tout à l'heure, on va écouter Océane. Sur ces ateliers, globalement, ce qui est ressorti comme objectif, c'est la démocratisation d'accès à l'enseignement supérieur. Avec, au-delà des déterminismes sociaux et territoriaux, et je ne reviens pas sur ce qui a pu être exprimé, qu'on partage tous ici, et notamment le constat tragique qu'il est toujours, en 2022, plus difficile de faire des études supérieures quand on est enfant d'ouvrier que quand on est enfant de cadre. Et c'est quand même assez détestable dans une société riche comme la nôtre. Donc au-delà des déterminismes sociaux et territoriaux, viennent des problématiques de genre pour le choix des filières, avec par exemple un chiffre, moi, qui m'alerte énormément. Alors même que les métiers du numérique recrutent, dans les filières mathématiques et informatiques, qui souffrent de désaffection générale, d'ailleurs, même des hommes. Mais là, c'est juste pas possible. Il y a moins de femmes qu'il y a 10 ans. Alors tous, on a essayé d'engager des actions pour que ça soit pas le cas et de dire que ces métiers du numérique qui recrutent, il faut qu'il y ait plus de femmes. Mais c'est pire qu'avant. Alors, on peut essayer de se rassurer collectivement en se disant que si on n'avait rien fait, ça serait encore pire que pire. Mais bon, c'est pas bon. Donc, il y a sûrement encore des actions engagées à mobiliser ensemble. Dire aussi qu'il y a encore une méconnaissance des filières possibles et que dans l'orientation, on n'est pas égaux. Qu'on ne connaît pas tous les filières qui sont possibles, qui existent, qui amènent vers telle ou telle compétence, et qu'en France, comme on réfléchit pas tout à fait encore en bloc de compétences, mais en diplôme, mais finalement, on nous autorise pas trop à changer d'avis et à valider des compétences qu'on a pourtant acquises et qui servent dans ce qu'on appelle tous la transdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, et qu'il y a encore des efforts à tracer sur ça.
Dans les efforts à tracer, il y a l'évolution des pédagogies. L'individualisation des parcours de formation, vous l'avez tous souligné. Reconnaître la valeur d'une ouverture de la pédagogie, ouverture sur le monde, ouverture à l'entreprise, permettre des initiatives d'entrepreneuriat étudiant, pas forcément pour devenir le start-upper de demain, pas forcément pour devenir chef d'entreprise, mais simplement pour avoir une acculturation sur ces sujets. Considérer que Pépite Écrin c'est super, mais qu'il n'y a vraiment pas assez d'objectifs atteints. Favoriser l'insertion professionnelle, ben oui. Quand on a envie d'autonomie, il faut permettre à ce que les jeunes aient des débouchés. Et puis, dans les innovations pédagogiques, on a, pendant ce mandat, accompagné, et je vois plusieurs représentants d'entre eux, les UIT, notamment sur les innovations pédagogiques numériques. Et vous nous dites que ça porte ses fruits. Et que les mutations, pas simplement sur le fait de disposer d'équipements numériques, mais que la manière de faire les cours évolue et qu'elle s'adapte aux technologies qui seront mobilisées par les étudiants d'aujourd'hui, salariés ou dirigeants de demain. Enfin, sur les deux autres thématiques, sur l'amélioration de la condition de vie des étudiants. C'est d'abord, et ça peut paraître simple, mais c'est pas toujours partagé, de dire que pour réussir, il faut réunir les conditions. Et les conditions, c'est pas simplement un cerveau bien fait ou des enseignements bien délivrés. C'est aussi ne pas avoir faim quand on va étudier. Dernièrement, nous étions ensemble, cher Dominique, à l'inauguration d'une épicerie sociale et solidaire aux côtés du Quinfac, le président du terrain Capitole, et de la Banque alimentaire. C'est se rappeler, c'est que qu'on a vu pendant le Covid, c'est que indigne, une république comme la nôtre où il y avait tant de jeunes qui faisaient la queue pour pouvoir manger. Et que nous, en plus, on pousse l'ambition au fait qu'il faudrait bien manger, avec des produits sains, frais, de qualité, de proximité. C'est du coup faire en sorte que la santé soit pas oubliée, qu'on puisse État, région, l'ensemble des collectivités, les métropoles, et Montpellier fait beaucoup en la matière, pouvoir mobiliser des solutions ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul de toute façon. C'est lutter réellement contre les discriminations et au-delà des handicaps visibles, moteurs, physiques. Il y a dans cette région, et notamment grâce à un de mes anciens collègues, Bertrand Montubert, un travail qui est fait sur l'autisme de manière importante. Et les programmes ASPI qui ont été lancés sont aujourd'hui des modèles qui inspirent au-delà de notre région. C'est aussi avoir le courage d'être inspirant sur ces questions-là et peut-être plus engagé que d'autres territoires. Enfin, quand j'étais étudiante, on aspirait à l'autonomie. Je crois qu'aujourd'hui, plus encore, des étudiants qui ont accès à plus de connaissances, sans doute, que ceux à quoi on avait accès, aspirent toujours à l'autonomie. Et que c'est aussi l'élévation d'une société que de leur permettre. Et donc, on revient sur l'étudiant acteur de son destin, des solutions de société, et donc de la possibilité de leur confier aussi des budgets, sous forme de budget participatif, ou de pouvoir les accompagner sur des appels à projets qu'on mène d'ailleurs en partenariat avec le Crous et avec les coordinations universitaires et nos établissements. Et j'étais très contente, chère Christelle Farret, responsable de l'INIL Champollion, quand nous avons pu, justement, dans ton établissement, présenter ces initiatives d'appel à projets qui montrent à quel point nos étudiants ont la capacité de les porter pour peu qu'on leur en donne les moyens et qu'on les y encourage. En parlant d'étudiants, il en est une qui témoigne ce soir. Océane, je te prie de nous rejoindre. Merci à toi. Océane Rangeva, qui est présidente de l'AGEMP, l'Association Générale des étudiants de Midi-Pyrénées. Je te cède la parole. Merci. Bonsoir à tous. C'est vrai que vous m'ôtez un peu les mots de la bouche sur le témoignage qu'on était censé faire. Alors moi, je suis étudiante en Master 1 en Management du Sport à l'Université Paul Sabatier en STAPS. Et présidente de l'AGEMP, du coup, qui est l'Association Générale étudiante de Midi-Pyrénées, qui fédère les associations étudiantes de l'Académie de Toulouse. Et pour représenter très rapidement, on a un petit volet syndical pour les personnes qui veulent s'engager pour représenter les droits et défendre les étudiants. On a un volet accompagnement des associations étudiantes de l'Académie de Toulouse, que sur la formation, sur l'éducation populaire, sur la recherche de financement, de partenariat et le développement de leur association, pour qu'elles puissent produire des projets toujours meilleurs pour les étudiants.
Et un gros volet, et je pense que c'est pour ça que les personnes nous connaissent un peu, sur l'innovation sociale et la mise en place de projets qui peuvent répondre aux différentes problématiques des étudiants. Et c'est vrai que sur l'ensemble des thématiques qui ont été abordées, on a quand même quelque chose à jouer, puisqu'on essaie d'être en complémentarité en fonction de ce que les étudiants nous font remonter sur les différentes actions, donc de lutte contre la précarité étudiante. On a mis en place des distributions alimentaires, mais aussi des prêts d'ordinateurs portables pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens, des distributions de clés 4G, toujours en relayant la communication bien sûr de ce que mettent en place les collectivités, les instances. Mais on met aussi en place, là actuellement, on est en train de faire un plein événement de prévention et de promotion de la santé sur les campus de Toulouse pour répondre à cette problématique d'accès aux droits et de prévention à la santé. À côté, on met aussi en place des festivals, on met en place des semaines de cohésion pour faire en sorte que la vie étudiante soit le plus animée et le plus responsable possible dans cette animation. Mais trêve de parler de la fédération, je voulais faire un témoignage par rapport à la vie étudiante et j'ai rédigé un petit quelque chose. Alors déjà, nous voulons remercier la région Occitanie de nous permettre là aujourd'hui de pouvoir faire ce témoignage. En effet, les étudiants et plus globalement les jeunes représentent un segment particulièrement important pour l'avenir de notre société, et c'est bien pour ça que nous nous engageons et que les politiques publiques se doivent de prendre en compte et de toujours mieux les accompagner vers cette mission de citoyens et de futurs professionnels qu'ils vont avoir. On m'a demandé de faire un témoignage et je ne reviendrai pas plus sur les différentes notions qui font tourner nos supports médiatiques depuis ces 2 dernières années, parce que oui, en effet, ce sont des faits. Tous les étudiants et futurs étudiants, comme on disait tout à l'heure, ne bénéficient pas des mêmes services, qu'ils soient sociaux ou académiques. Oui, ils ne sont pas tous égaux à l'accès aux droits. Oui, tous les étudiants, alors pas tous, mais la majorité souffrent de précarité, qu'elle soit alimentaire, menstruelle, numérique ou sociale. Oui, une grande partie d'entre eux souffrent d'isolement social, ils souffrent également de décrochage scolaire et sont fortement exposés aux troubles psychologiques. Oui, ils ont du mal à s'informer, ou du moins à bien s'informer, dans cette ère numérique aux dangers grandissants. Et peut-être que ces constats ne représentent pas 100% des étudiants, mais sont bien ceux contre lesquels nos actions concrètes doivent agir. Malheureusement, tout ça n'est pas nouveau. Exacerbés par la crise sanitaire, ces facteurs deviennent aujourd'hui alarmants, et si nous n'avons pas encore réussi à trouver les moyens de les atténuer, ce qui est également le cas du côté des organisations étudiantes, c'est que le travail de diagnostic et d'expertise sur cette population doit continuer à être poussé de manière plus rigoureuse et profonde. Avant même la crise sanitaire, le jeune souffrait déjà d'une image négative, des paresseux, des égoïstes, comme on pouvait entendre. Une jeunesse qui a du mal aujourd'hui à se retrouver dans les instances politiques et publiques et à avoir confiance en l'avenir pour lequel ne nous méprenons pas. Ils se battent au quotidien, mais de différentes manières que nous connaissons. Voilà le constat supplémentaire que nous pouvons faire aujourd'hui. Et c'est en adaptation à tous ces faits, si nous voulons offrir une réelle autonomie et une meilleure réussite aux jeunes, que nous devons avancer. Et c'est pour ça que ce que nous sommes en train de faire actuellement est d'une importance capitale. Nous voulons d'ailleurs saluer l'ensemble des acteurs ayant pris part à la construction de ce schéma, parce que c'est en ouvrant le dialogue social et en poussant sur la reconnaissance des conditions de vie des jeunes, en valorisant leur engagement et en les encourageant à se montrer, que nous réussirons, je l'espère, et aujourd'hui plus que jamais, à monter des politiques publiques co-construites pour répondre à la crise sociale, économique et environnementale à laquelle nous faisons face aujourd'hui, aussi bien les étudiants que le reste de la société. Merci beaucoup. Et c'est justement ce que nous voulions saluer dans le SRESRI. Et merci encore pour votre engagement et de nous avoir conviés. Merci Océane de ce témoignage. Avant de vous céder la parole, peut-être juste parce que ici on assume quand on est élu de faire de la politique. Et j'assume en tout cas moi d'avoir une responsabilité politique. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que moi je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent. C'est pas vrai que les jeunes ils s'en fichent. Et ils s'engagent. Ils sont très engagés et vous êtes de nombreux citoyens aussi à vous engager. Et alors que vous êtes de plus en plus nombreux à vous engager, vous êtes de plus nombreux à vous abstenir aux élections. Et donc il y a un sujet. Ça traduit pour moi le fait que si vous engagez différemment que dans les élections ou dans les formations politiques, ça veut dire qu'il y a une absence de réponse de cela. Et donc il y a une réflexion sur l'engagement de la jeunesse qui est à tenir et sûrement des responsabilités que ça doit interpeller chez les responsables politiques dont je fais partie et donc dont je ne m'affranchis pas. Et je trouve que les objets de recherche dans ce territoire, dans cette région qui portent sur ces questions-là sont éminemment précieux et utiles. Je le dis,
dans des moments où parfois on s'interroge sur les humanités, comme on dit, sur les sciences humaines et sociales, sur leurs impacts normatifs. Bref, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, on choisit ces modalités de concertation et de construction des politiques publiques. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pense qu'il faut trouver les moyens possibles de soutenir les projets qui font appel aux transitions et analysent des transitions et des transformations de la société. Bref. Est-ce que sur ce point, sur la démocratisation de l'enseignement supérieur, sur l'autonomie, sur la vie universitaire, sur les étudiants, vous avez des interventions? Vous avez droit de ne plus être étudiant depuis quelques années et d'intervenir quand même. À Montpellier, Claire. Je crois que Frédéric désigne quelqu'un. Je peux y aller? Oui, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie Binot, co-directrice de la MSH Sud à Montpellier, la Maison des Sciences de l'Homme pour l'Occitanie-Est. Moi, le témoignage d'Océane m'inspire le courage de faire d'échanger avec vous, parce que cet engagement pour faire face à tout ce qu'il va falloir mobiliser comme intelligence et comme intelligence collective pour les transitions, pour être à la hauteur de ce qu'il faudra innover autour des transitions, elle implique pour les étudiants et pour le système ESR en général un sacré défi, parce qu'il y a une tension entre l'obligation d'excellence, vous avez beaucoup insisté sur cette excellence, et une cohésion territoriale, une équité autour de l'excellence. Mais il y a aussi la nécessité de travailler en interdisciplinarité, d'aller vers des processus transdisciplinaires, donc décloisonner l'ESR et trouver des interfaces de co-construction avec les acteurs du territoire à tous les niveaux. Et pour cela, nous, au niveau de l'ESR, on doit sérieusement remettre en question nos modalités de fonctionnement. Et ça veut dire aussi, pour nos financeurs, nous trouver de nouvelles manières de fonctionner, d'avancer, de construire des actions et de les mettre en opération. Et je voudrais juste insister sur le fait que ça ne coule pas de source, que c'est un vrai défi et que cette tension entre excellence d'un côté et interdisciplinarité, qui pour beaucoup encore dans le monde de la recherche signifie une certaine on perd un petit peu en excellence en allant vers l'autre et en publiant dans des revues interdisciplinaires par exemple. Ce sont toutes des codes, des manières de penser qu'il faut, à mon avis, il faut une rupture par rapport à cela. Et donc on compte beaucoup sur la co-construction avec la région pour nous accompagner, pour trouver les moyens de faire et trouver des espaces aussi. Et les maisons des sciences de l'homme en proposent également aux côtés des organismes de l'ESR, des espaces de réflexion pour innover dans ce sens-là, parce qu'on le doit bien à ces étudiants et à la jeunesse en général. Merci beaucoup pour la qualité de votre témoignage aussi. D'autres prises de parole, n'hésitez pas. Hein. Oui, je vous en prie. Sur Montpellier. Alors on laisse Toulouse et on fera Montpellier juste derrière. On fait une petite alternance. Allez-y. Oui, donc moi je suis membre du CCRDT, je suis également administrateur à l'OPCO-EP. C'est quelque chose que vous devez connaître, donc c'est de la formation plutôt continue, de l'apprentissage. Je rebondis sur ce qui a été dit au niveau des étudiants. Alors, je côtoie effectivement les syndicats des entreprises de proximité, CGPME, UDP, et il en ressort effectivement que de plus en plus les petites entreprises, je ne parle pas des grandes parce qu'eux ils ont leur propre desiderata, mais les petites entreprises et les TPE recherchent effectivement des étudiants. Alors, il y a des bac plus 5 qui font de l'apprentissage, c'est de plus en plus démocratisé, mais ils recherchent effectivement des gens qui ont des compétences un peu pluridisciplinaires, qui ont des compétences en sciences humaines pour pouvoir s'adapter dans les nouvelles équipes. On est depuis 2-3 ans d'une phase de grand reset, donc les modèles économiques changent, les entreprises se dirigent de plus en plus vers l'économie circulaire qui agrège plusieurs filières, plusieurs compétences. Et je pense qu'au niveau des jeunes étudiants, c'est très sympathique d'avoir ce degré, disons, de diplôme ou de certification type start-up qui permet aux jeunes de rentrer un peu plus facilement
dans la vie active, il manquerait effectivement peut-être un retour des anciens étudiants qui ont bénéficié effectivement de ces filières, de ces empreintes industrielles, pour épauler les jeunes étudiants, enfin qui sortent avec des masters et voire des doctorats, pour créer une sorte d'animation et pour leur donner des sortes de mark-up sur lesquels ils pourraient s'engager. Voilà, c'est une réaction à chaud. Merci beaucoup. Oui, Océane. C'est vrai que je vais rajouter sur le témoignage a été très axé social, mais sur tout le côté académique, justement sur l'adaptation aux enjeux des futurs métiers. On a un gros travail, un gros volet à faire. On parlait tout à l'heure d'innovation pédagogique. Nous, on aime bien utiliser le mot andragogique, plutôt essayer de mettre un peu à jour tout ça pour dire qu'on enseigne à de jeunes adultes et plus vraiment à des enfants, et que du coup il y a des manières de faire et des expériences à donner lorsqu'on est en cours qui peuvent permettre à valoriser un peu les compétences à ce niveau-là. Il y a aussi tout ce qui est valorisation, vous parlez de transversalité, mais que ce soit l'engagement en service civique, l'engagement quand on a été délégué de classe, l'engagement bénévole dans un club sportif, tout ça, ça nous donne des compétences aussi que l'on peut valoriser à un moment et qui vont être quand même capitales lorsqu'on va rentrer dans l'insertion professionnelle. Et c'est tout cet enjeu aussi, je pense qu'il va falloir que les établissements voient pour mieux professionnaliser les diplômes, pour mieux valoriser les personnes qui n'arrivent pas à faire forcément une formation donnée, mais à avoir plein de petites compétences qui peuvent valoir une formation à côté et accompagner dans la transition vers une meilleure insertion professionnelle qui répond aux enjeux de demain. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais je crois que dans le CERESRI, ça a été quelque chose qui a été très discuté et mis en avant par les différents acteurs. Il me semble aussi, mais merci d'en témoigner. Je vois, en parlant des plus grandes entreprises, même s'il n'y a pas des petites et grandes, il y a des entreprises, mais il y a Lionel Levasseur pour l'innovation chez Orange. Ça fait partie aussi des problématiques de compétences, de volonté aussi d'inscription territoriale. Je sais qui nous accompagne, donc merci de ta présence renouvelée. À Montpellier. Deux interventions sur Montpellier. Oui. Monsieur Jonquet. Oui, merci. Donc Olivier Jonquet, je suis médecin directeur du centre de soins universitaires qui a été créé sur Montpellier il y a environ 5 ans, qui est une maison médicale pris en charge par l'université de Montpellier, mais à destination de toute la communauté étudiante de l'enseignement supérieur de Montpellier, en dehors des universités. Alors mon intervention est peut-être un peu à côté un petit peu hors sujet, mais je crois qu'il est important de parler de la santé étudiante, parce que c'est un vrai sujet. La précarité étudiante, on la connaissait, c'était un bruit de fond, c'était profit et perte. L'épidémie du Covid a exacerbé le problème et le sujet, et je crois qu'il faut remercier la région d'avoir pris en compte cette dimension, puisque nous avons pu étoffer tout ce qui a trait autour de la prise en charge psychologique des étudiants pour leur permettre d'affronter cette période un peu difficile. Mais enfin, ce que je remarque, moi, venant à la fois de l'université, mais aussi de l'hôpital, c'est une espèce de fragmentation de la prise en charge de la santé étudiante, avec d'un côté la prévention, de l'autre côté le soin, et aussi les problèmes sociaux. Et ensuite, un sujet que j'ai découvert, c'est que la couverture sociale de l'étudiante est souvent déficiente. Parce que autrefois, à mon époque, on s'inscrivait à l'université, on était couvert par la sécurité sociale étudiante. Au sortir de l'inscription, il y avait les mutuelles qui se disputaient un peu le chaland, là, mais globalement, il y avait une prise en charge globale et un tiers payant. Actuellement, ce qui se passe, c'est que l'étudiant s'inscrit à l'université, mais il est quelquefois couvert par ses parents, mais quelquefois pour des raisons X, il n'est pas couvert, et il se retrouve sans couverture sociale, et je ne parle pas de la couverture aussi par mutuelle. Et donc là, c'est vraiment un vrai sujet, et au niveau du recrutement du centre de soins, bon, c'est relativement, c'est un échantillon relativement réduit par rapport à l'ensemble de la masse étudiante, mais c'est près de 20% à 20 à 25% des étudiants qui n'ont pas la couverture globale qui permet le tiers payant. Ensuite, il y a les étudiants étrangers. Et nous avons sur Montpellier une communauté importante d'étudiants étrangers. Et l'intervalle entre l'arrivée sur le site
et l'inscription à la sécurité sociale, d'autant que souvent quand ils arrivent, c'est peut-être pas leur première préoccupation, crée souvent des hiatus dans la prise en charge. Et ça, je crois que c'est une réflexion qu'il faut essayer d'approfondir, qu'on essaie de faire nous localement, mais je crois que c'est un vrai sujet. Et ensuite, ce que je trouve aussi, je reviens un peu à mon idée initiale, c'est qu'il y a pas de guichet unique pour la prise en charge de l'étudiant. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait une autre intervention sur Montpellier. Oui. Bonjour à toutes et tous, je suis Sarah Hatuel, je suis vice-présidente recherche de l'université Paul Valéry Montpellier 3 et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessaire sensibilisation des citoyens et citoyennes à la transition, mais j'aimerais dire même à l'adaptation qui va devoir s'opérer par rapport au monde qui vient et aussi à la lutte contre la désinformation, au complotisme, à l'extrême droite. Je tiens j'aimerais rappeler à quel point les recherches en lettres, arts, sciences humaines et sociales sont fondamentales pour le faire. Et donc, j'aimerais m'assurer que la région a bien été elle-même sensibilisée à cela et que les financements pourront venir même si les TRL sont bas. Voilà, parce que ce n'est pas forcément des recherches applicables immédiatement, mais qui ont des conséquences sur le plus long terme. Donc voilà, c'était ma question. Est-ce que justement ce qui était annoncé sur la différenciation des accompagnements de la recherche aura des effets concrets sur le financement des recherches en lettres, arts et SHS? Merci. Je ne suis pas sûre que toutes les... Voilà, c'est important d'avoir votre vision, mais ça peut faire partie effectivement de l'ensemble des différenciations qui vont être faites dans l'avenir. Nadia? Oui. Justement, peut-être on va pas répondre à chacun là. Le but, c'est vraiment de confronter avec vous, que vous retrouviez bien les propos qui ont été les vôtres dans les différents ateliers et que on reparte bien d'un point partagé pour pouvoir en traduire les modalités et du coup le traduire dans un rapport qui doit être formellement adopté, mais vous rassurer sur le fait que d'une part nous allons assumer complètement notre responsabilité en matière de CSTI, culture scientifique et technique industrielle, et pour lequel on a des financements très amont sur la diffusion des savoirs, et vous affirmez aussi que dans les allocations doctorales, dont vous conviendrez qu'elles livrent des thèses passionnantes, mais souvent sur des TRL relativement bas, il est bien évident que nous continuerons à financer celles qui viennent des tutelles qui relèvent des SHS. De la même manière que, et je remercie le témoignage tout à l'heure de la directrice de la Maison des sciences de l'homme, les travaux que nous avons initiés avec les MSH nous semblent éminemment précieux et peut-être de nature d'ailleurs à renforcer la coordination et la structuration nécessaire, de mon point de vue, d'un certain nombre de recherches relevant des SHS qui sont utiles et que pour notre part on soutient fortement, et pas simplement dans une vision de supplément d'âme ou d'adaptabilité aux technologies nouvelles. Ça m'agace d'ailleurs souvent un petit peu de constater qu'on invoque les SHS pour vérifier l'acceptabilité de telle ou telle transition et mutation. C'est important de mesurer ça, je le méconnais pas, mais enfin on peut pas limiter les SHS à ce seul sujet. Ça fait un peu comme, vous voyez, ça va être le bazar, mais ça fait mieux passer la pilule. Ben, c'est pas ça quand même l'objectif d'une société. Donc il y a beaucoup d'autres travaux qui sont prévus, beaucoup d'entre vous d'ailleurs les conduisent, et je vous affirme que ça fait partie bien des points d'intérêt de la région. De la même manière que sur les CSTI et la fabrication des savoirs, on pense que on est autant attaché aux débouchés professionnels de nos jeunes qu'on est attaché au fait qu'ils aient un esprit critique qui leur servira quel que soit leur débouché professionnel. Bref, on ne peut pas exclure l'un ni l'autre.
Je vous propose qu'on passe au point suivant, qui était la troisième thématique, c'était affirmer l'ouverture sur le monde. Alors, il y était question d'internationalisation, mais pas que. Sur la coopération internationale, il y a un nombre incroyable, tu disais encore de tête, Philippe, d'accords de coopération universitaire internationale. Je crois qu'on était sur 400 sur l'ensemble de la région. Et quand vous avez été super honnête avec nous et que vous présidez, que vous dirigez un établissement d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un peu plus de 30 entités quand même sur le territoire régional pour 260 000 étudiants, juste pour rappel, vous nous disiez que même à la tête d'un établissement, vous connaissiez pas l'ensemble des coopérations qui étaient initiées et qui portaient la signature de votre établissement. Parfois, vous reconnaissiez même qu'il y avait peut-être des coopérations qui s'étaient peut-être un peu éteintes et qu'elles avaient été initiées à un moment entre deux laboratoires de recherche avec des personnes qui étaient hyper investies sur le sujet, puis c'était moins le cas. Là, on voit bien, nous, qu'on a des partenariats importants. On parle moins de coopération en réalité que de co-développement. Et alors que Montpellier a reçu récemment le sommet Afrique-France, on a vu des volontés de travaux communs, y compris sur les questions environnementales et écologiques, puisqu'à l'évidence, il est des problématiques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, pour lesquelles les territoires ont été avant nous confrontés, et pour lesquels ils ont adapté un certain nombre de process, de cultures, et que c'est très très intéressant d'échanger sur le sujet. Évidemment, on veut renforcer le rayonnement et l'attractivité de la région Occitanie. Alors, souvent la région vous invite à avoir des stratégies coordonnées, de faire du collectif. C'est une des raisons pour lesquelles on était extrêmement heureux de voir confirmer la labellisation de l'ICIT Muse, qu'on a vu là des synergies s'engager sur le site de Montpellier autour de thématiques qui sont précieuses et qui sont complètement cohérentes avec ce qu'on initie au niveau régional. C'est une des raisons pour lesquelles on espère tout le succès à venir pour la construction de l'Université de Toulouse et les sélections pour les prochaines vagues du PIA4, comme a pu la connaître la métropole montpelliéraine il y a de cela 3 mois peut-être aujourd'hui. Et on pense que ces stratégies favorisent évidemment le rayonnement, l'attractivité de notre région, qu'il nous faut soutenir les mobilités internationales de nos étudiants dans un contexte d'étudiants ambassadeurs. Je sais que l'INSA en a fait une marque de fabrique. Tu peux changer. Dans les mobilités, on a aujourd'hui des mobilités sortantes, entrantes. Alors, le sortant, l'entrant, quand on est une région, ça comprend la région. Le fait est qu'on est une région très très attractive pour les étudiants des autres régions de France. On est d'ailleurs une des seules, avec l'Île-de-France, à avoir un solde positif, c'est-à-dire des étudiants d'ailleurs en France qui viennent étudier chez nous. Il faut qu'on soit du coup au niveau de la qualité de l'accueil que peut être la nôtre, que ça soit simple, que ce soit compréhensible, qu'ils aient accès aux différents services. Bien évidemment, on a un intérêt aussi à accueillir des étudiants internationaux. À ce sujet, vous dire que à vos côtés, on a développé évidemment dans la période des programmes spéciaux à destination des étudiants ukrainiens, mais également des pays qui sont aujourd'hui touchés par le conflit, peuvent être biélorusses d'ailleurs ou russes, et être en situation difficile. Comme nous avions été il y a quelques années et toujours en soutien des étudiants afghans ou palestiniens, bref, de celles et ceux qui ne doivent pas être empêchés par leur origine ou leur statut de réfugié de pouvoir continuer à étudier. Il en est de même pour les enseignants-chercheurs. Alors, il y a des programmes nationaux que nous accompagnons aujourd'hui pour les territoires en guerre, mais plus globalement et de manière plus pérenne, j'espère, nous devons avoir une politique à vos côtés d'attractivité des enseignants-chercheurs pour effectivement attirer les meilleurs, former des équipes, faire le pari aussi d'équipes jeunes et de chercheurs stars en devenir qui peuvent alimenter de nouvelles équipes ici. En tout cas, nous, ça fait partie des priorités qu'on affiche extrêmement fortement.
Sur ces sujets, l'internationalisation de la recherche, qui a réuni pas mal d'entre vous, ou l'internationalisation de l'enseignement supérieur, ce sont des priorités qui sont importantes, et on attend encore des solutions qui pourraient nous proposer des projets innovants. Et on vous l'a dit souvent dans les ateliers, mais on n'en a aucun orgueil sur les bonnes idées qui peuvent exister ailleurs et de vous penser qu'il faut qu'on s'inspire. Au contraire, on a le sentiment que ça peut nous permettre de gagner du temps. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des choses très très intéressantes qui s'opèrent ailleurs sur ce sujet, ou des territoires sur lesquels il y a des dynamiques particulièrement fertiles ou qui correspondent à notre ADN, de les partager avec nous. Est-ce que sur ce point, il y a des interventions à Montpellier peut-être ? Je ne sais pas s'il y a le CIRAD ou Agropolis International, mais ils sont extrêmement investis sur ces questions-là, je le sais. Ah oui. Alors, je donne la parole en attendant à Toulouse, si je ne veux pas couper la chic à quelqu'un à Montpellier. Non, pour l'instant, personne s'est décidé, mais ça va venir. Alors, je donne la parole à la présidente de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, Emmanuelle Garnier. Merci. Oui, un petit mot rapide sur la question de l'international qui nous occupe beaucoup, tous, je crois, et toutes. Il se trouve que moi, je préside la commission des relations internationales européennes de France Université, donc c'est une problématique qui m'est particulièrement chère. Dans le travail que nous avons mené à France Université, particulièrement dans le cadre des élections à venir et dans le dialogue que nous avons engagé avec les candidats, mais c'est l'opportunité, disons, qui nous était donnée, mais c'est un travail évidemment de réflexion beaucoup plus profond. Il y a un élément dans justement le volet international qui a été avancé et mis dans les priorités, qui est celui de développer davantage le dialogue, appelons-le comme ça, entre les politiques territoriales et les politiques ou les stratégies d'établissement en matière de relations internationales. Concrètement, on a l'impression, et je pense que c'est une vérité, tu disais tout à l'heure, Nadia, que nous-mêmes avons peut-être parfois une difficulté à connaître nos propres ressources, en quelque sorte. Et je pense que nous sommes assis sur un trésor, collectivement. Et si on additionne, en fait, toute cette richesse-là au niveau de tous les établissements qui sont réunis ce soir et ceux qui sont peut-être absents, mais qui ont participé à la réflexion au niveau de l'échelle de l'Occitanie, je pense qu'il y aurait de très belles découvertes à faire pour une sorte de mutualisation des forces, de rationalisation, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En tout cas, c'est un chantier qui nous paraît important à mener, en tout cas depuis les universités. Je ne vais pas parler pour les écoles et les autres conférences, mais je me fais le relais donc de cette synthèse que nous avons produite à France Université, particulièrement dans l'articulation avec les collectivités territoriales et les régions. Merci Manuel. Montpellier. Apparemment, tu as ce que tu as dit a l'air d'aller très bien. Je vois des gens que je reconnais d'Agropolis. Non, mais ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire ce qui a été dit dans les ateliers, voilà. Tu as parfaitement quand même une petite intervention. Voilà, juste un petit mot puisque on a été interpellé directement. Donc je suis Mélanie Brun, la directrice d'Agropolis International. Juste pour confirmer ce qui a été dit, effectivement, il y a de nombreux, historiquement à Montpellier, des instituts de recherche et d'enseignement supérieur qui ont des liens très forts, notamment avec les pays du Sud et de la Méditerranée. Et aujourd'hui, ça converge donc avec la dynamique mise en place autour de l'université de Montpellier et de Muse, et les politiques des collectivités, à la fois de la métropole de Montpellier et de la région. Donc, on a un très beau terreau pour construire des choses sur des bases très solides. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais qu'on peut compter sur vous et merci pour toute la dynamique que vous engagez. Elle est fantastique.
Moi, c'est le moment où je dois vous quitter. Je vous confie au bon soin de tout le monde et particulièrement de Claire. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un vrai travail d'équipe à la région. Alors, nous, on a la chance toutes les deux d'être avec vous aujourd'hui. En réalité, si on arrive à faire ça et que si vous arrivez à avoir des informations pour avoir des esprits éclairés sur les politiques publiques, c'est aussi parce qu'il y a des équipes à la région qui prennent la peine de mettre et de partager l'information avec vous. Donc, merci à elles, merci à eux. Vous voyez là sur scène Frédéric Hertel, maintenant je vous fusionne carrément. Frédéric Duclerc-Galix à Montpellier, que vous connaissez bien, et Philippe Hertel à Toulouse, mais je sais que vous avez de nombreux équipiers dans la salle, et puis parce que je les vois et parce qu'évidemment il y a des liens entre tout ça et vous l'avez exprimé. Je remercie aussi les agents de la direction d'économie et d'innovation qui sont présents, et ceux qui sont inscrits sur l'international, je vois Sophie Doumen notamment, ceux qui sont inscrits sur les filières, bref vous êtes nombreux, ou ceux d'ADOC, l'agence de développement économique, qui est des habitants bien connus de nos deux cités, de l'économie des métiers de demain et de la cité à Toulouse. Un grand merci à vous tous, à très bientôt, à toutes. J'ai hâte de lire les nombreux post-it qu'ils et elles vont me laisser. Bonne suite. À plus tard, Claire. À plus tard, Nadia. Donc nous, on va continuer avec une thématique importante qui est celle de l'équilibre dans les territoires et des dynamiques locales au niveau régional en termes d'enseignement supérieur, mais aussi de recherche. Le sujet est le développement des stratégies partagées d'aménagement du territoire. Cet aménagement du territoire, il est déjà en marche avec un volontarisme important des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Il doit encore évoluer avec un cadre partenarial probablement réinventé entre les métropoles, les villes universitaires d'équilibre et les zones rurales. Mais on est déjà sur quelque chose qui est parti, qui est en marche et qui doit évoluer encore. Monsieur Roy nous en dira deux mots tout à l'heure. Après, au sein de chaque site de ces villes universitaires d'équilibre, il y a effectivement des enjeux de coordination, d'espaces communs, de comités de sites, de feuilles de route communes. Ça, c'est encore quelque chose qui est à construire ou à poursuivre dans la construction, selon d'ailleurs forcément à des vitesses différentes selon les villes universitaires d'équilibre, mais pour donner finalement un sens et une vision commune au niveau de chacune d'entre elles, et élaborer des plans de stratégie aussi bien en termes de moyens que de mutualisation au sein de ces villes universitaires d'équilibre. Et puis, il est important de soutenir l'offre de formation dans les bassins de vie avec des identités spécifiques de l'offre, généralement en lien avec les bassins d'emploi. Et on voit que dans certaines, en tout cas, villes universitaires d'équilibre, c'est déjà très prégnant. Et une pérennisation, un développement des formations existantes, mais avec probablement, et ça a déjà été le cas, alors je ne sais pas si on doit dire à cause ou grâce, j'ai envie de dire grâce à la crise sanitaire, puisque les modalités finalement d'enseignement ont évolué de façon très importante dans cette période-là et sont amenées probablement à perdurer pour un certain nombre d'entre elles, avec les formations hybrides, des formations multisites, des formations itinérantes. Et finalement, vous avez été tous obligés d'inventer sur cette période-là, mais ce que vous avez inventé va laisser des traces et va perdurer dans l'avenir. Une autre grande ligne directrice, c'est la valorisation de la place de la recherche et de l'innovation dans les territoires. Il y a formation, recherche et innovation, avec un accompagnement nécessaire des forces de recherche au niveau des territoires. Ces forces de recherche doivent être observables, mesurables, et des positionnements qui doivent être bien différenciés, et puis de favoriser les rencontres au sein des territoires entre les acteurs socio-économiques, avec vous voyez ce qui est projeté d'ailleurs, et des projets de recherche collaborative et de laboratoires communs. Donc le développement, au même titre que le développement de la formation, le développement de la recherche
au sein des territoires. Pour ce faire, un témoignage. Monsieur Rouag, venez donc parmi nous. Donc, président de l'université de Nîmes, mais c'est pas de ça dont vous allez nous parler. C'est plutôt de votre expérience sur la coordination territoriale Est-Occitanie. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais intervenir sur les VUE, notamment les villes universitaires d'équilibre. En préambule, je voudrais rappeler, et j'aime bien le faire systématiquement, rappeler qu'au niveau de l'Occitanie, Est et Ouest, nous avons 3 typologies de VUE. Des villes universitaires dans lesquelles, des villes dans lesquelles nous avons des établissements de plein exercice, que ce soit des universités, que ce soit des écoles ou l'institut universitaire. On a des villes dans lesquelles nous avons des antennes d'universités ou d'écoles relativement proches de la maison mère. Et ensuite, nous avons des villes qui sont très 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 éloignées. Et je pense notamment, alors pour nous le Gard, le Vigan, avec le campus connecté, un pôle d'enseignement supérieur qui se crée au Vigan. Et donc, effectivement, ces 3 typologies de villes universités d'équilibre, elles ne peuvent pas être considérées de la même manière. Et tout ce qui va concerner le développement de la ville universitaire d'équilibre doit être réfléchi de manière très spécifique par rapport à ces 3 typologies. Maintenant, si je vais sur celle dans laquelle je suis impliqué, donc c'est Nîmes, nous, le développement du site se fait en 2 étapes. La première étape a consisté, alors nous sur Nîmes, en fait, au départ, nous avons considéré le territoire gardois et la VUE, c'était le site Nîmes-Alès. Et typiquement, dans les 2 cas, à Nîmes et à Alès, nous avons des établissements autonomes et de plein exercice. Donc la première phase a été durant la dernière mandature, nous avons travaillé vraiment sur un diagnostic de l'offre de formation, de l'offre recherche, des laboratoires de recherche, mais également de tout ce qui est transport, restauration, logement étudiant. Et ça nous a permis en fait de faire des atlas, de faire des référencements. Il faut signaler que tout ce travail a été réalisé par un collectif très très important qui associait l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, y compris les lycées, parce qu'il y a des BTS, il faut pas les oublier, c'est du post-bac. L'ensemble des collectivités, donc sur Nîmes et Alès, nous avions la ville de Nîmes, la ville d'Alès, l'agglo de Nîmes et l'agglo d'Alès, et les partenaires qui sont nos partenaires naturels, je pense notamment au Crous, qui a participé à tout ce bilan-là. Et donc ça nous a permis vraiment d'avoir un panorama global de tout ce qui peut se faire sur Nîmes et Alès. Nous rentrons maintenant dans une deuxième phase où il faut rentrer sur de l'action concrète. Et l'action concrète, en fait, on travaille là sur, finalement, quand on est sur un site tel que celui qu'on avait défini au départ entre Nîmes et Alès, on s'est aperçu, grâce à ce diagnostic, qu'il y avait un déséquilibre important, en fait, entre Nîmes et Alès. Que ce soit en termes de nombre d'étudiants, donc sur la totalité, on est à peu près à 15 000 étudiants. En fait, on va avoir 11 ou 12 000 d'un côté et 2 000 de l'autre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le même nombre d'étudiants, même en termes d'offres, de restauration, de logement, etc. Et donc dans cette deuxième phase, nous allons travailler sur les 2 sites de manière séparée, parce que, encore une fois, on a des typologies différentes, mais avec l'idée aussi de regarder quels sont les points de concours, les points de convergence que l'on pourrait avoir entre Nîmes et Alès. Et donc on est en train de travailler sur la fameuse feuille de route sur laquelle on travaille. Et là, la feuille de route, elle consiste aujourd'hui à cibler les thématiques les plus principale, je vais dire, sur laquelle on va travailler, et il y en a une qui nous intéresse forcément, c'est la vie étudiante, puisque finalement, si je prends le site de Nîmes, Nîmes, on est plusieurs opérateurs, donc il y a l'université de Nîmes, il y a l'université de Montpellier au travers de l'IUT, au travers de la faculté de médecine, au travers de la faculté d'éducation. Nous avons un certain nombre de BTS, l'IUT, j'ai dit aussi oui l'IUT parce qu'il y a le directeur qui est là, je l'ai dit. On a beaucoup de BTS, et donc là, ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment travailler sur cette vie étudiante, offrir aux étudiants la possibilité de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir, ça a été dit précédemment, et également de pouvoir
être mobile au travers de l'ensemble du territoire nîmois. Et ensuite, on va travailler avec, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, c'est une ville d'équilibre ne peut réellement se développer d'un point de vue universitaire que si elle est soutenue par les collectivités. Et il faut absolument que les villes et les agglomérations contribuent, parce que si nous, au titre de nos établissements, on peut faire tout le travail nécessaire pour tout ce qui est accompagnement des étudiants, ensuite tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est transport, tout ce qui est logement, alors avec le Crous bien évidemment, ça ne peut passer que par les collectivités. Et ça c'est un point qui est un point capital. Nous avons la chance, nous, sur le territoire nîmois, d'avoir d'une part une excellente entente entre les opérateurs d'enseignement supérieur, entre Nîmes et Montpellier. Effectivement, on travaille extrêmement bien en très très bonne intelligence. Et ensuite, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les collectivités qui sont à l'écoute. Alors bien évidemment, je me tourne vers le directeur de l'UT, c'est jamais suffisant, mais en tout cas, on peut concevoir que c'est quand même une chance d'avoir ces collectivités qui sont à notre écoute. Et après, au-delà de ces deux collectivités de proximité, nous avons également la région, il faut reconnaître, la région qui nous aide fortement, et ça a été souligné, mais je tiens à le dire, là je reprends du coup ma casquette de coordination territoriale. Sur ces biais d'équilibre, on a un besoin également de fédération, et c'est ce que l'on a mis en place, et c'est vrai que la Covid finalement nous a aidé à le faire avec les autres biais d'équilibre. Je pense à Sète, je pense à Béziers, dont le directeur de l'IT est en face de moi aussi, je pense à Carcassonne, je pense à Font-Romeu, je pense à Mende. Vous voyez, on a vraiment un réseau de biais d'équilibre relativement dispersé, mais pour autant, on essaie de travailler ensemble sous une forme un peu particulière, c'est-à-dire que l'un d'entre nous peut tester un dispositif parce qu'il peut le faire, parce que c'est ceux qu'il a choisi, et ensuite témoigner auprès des autres pour voir si les autres veulent le mettre en place et peuvent le mettre en place. Et actuellement, je terminerai par ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler entre Nîmes et Béziers, où nous, à Nîmes, par exemple, nous sommes en train de tester depuis 6 mois une cabine de télémédecine, en fait, avec tout ce qui va bien ou tout ce qui va pas bien. Donc, on est vraiment en train de tout calibrer, et c'est une expérience qu'on est en train de transférer auprès de l'IUT de Béziers, pour que l'IUT de Béziers puisse avoir ce service également. Donc voilà, c'est des dynamiques qui se font entre les sites en très très bonne intelligence, et vraiment l'objectif final, c'est nos étudiants, puisque finalement on est là aussi, on est là surtout pour que les étudiants, ça a été dit, mais puissent travailler et étudier dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Effectivement, il y a vraiment deux sujets. Il y a le sujet intra-site, c'est-à-dire arriver à trouver au sein du site finalement un sens et des projets qui arrivent à se coordonner les uns aux autres. Et puis il y a effectivement ce sujet d'animation territoriale sur des villes où c'est probablement un tout petit peu plus complexe de faire vivre de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais et la région y tient beaucoup, c'est-à-dire que tous les habitants de la région doivent pouvoir quelque part avoir accès, et tous ne pourront pas avoir accès aux métropoles. Donc il faut arriver à construire suffisamment d'accès territoriaux à de l'enseignement supérieur et de la recherche pour pouvoir alimenter notre jeunesse qui finalement on a envie. On a besoin, mais on a surtout envie. Est-ce qu'il y a Oui. Donc une intervention sur Montpellier. Philippe, tu me diras pour Toulouse. Avec plaisir. Bonjour, Edgar Bruel, je suis président de l'Association Générale des Étudiants Montpelliérains, donc ici à Montpellier. Je suis ravi de l'intervention que vous venez de faire, Monsieur le Président de l'Université de Nîmes. Vous parliez de la vie étudiante. C'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, en tant qu'association étudiante, les retours que l'on a des étudiants qui viennent des villes universitaires d'équilibre, et notamment des villes universitaires où il n'y a pas d'établissement d'enseignement supérieur de plein droit, et je pense notamment à Béziers, un des arguments principaux, c'est celui de la vie étudiante.
qui vont retrouver beaucoup plus à Montpellier qu'à Béziers ou à Sète par exemple, alors que parfois on retrouve des formations similaires dans leur ville d'origine et que parfois ils ont commencé des études à Béziers pour les continuer sur Montpellier, avec toujours cet argument-là de la vie étudiante. Et la vie étudiante, on pense à la vie festive, mais c'est aussi la culture, c'est aussi le social, c'est aussi la santé, comme le rappelait le professeur Jonquet. Et je pense que c'est un aspect extrêmement important. Et comme vous le disiez, il faut que les acteurs travaillent ensemble, les collectivités, les établissements d'enseignement supérieur, le Crous qui accompagne aussi énormément les initiatives étudiantes partout sur le territoire, que ce soit celui de l'ex-Languedoc-Roussillon ou celui de l'Académie de Montpellier ou celui de l'Académie de Toulouse. Pour moi, l'Occitanie Est, c'est Nice et l'Occitanie Ouest, c'est Bordeaux. Je suis étudiant en occitan, je suis désolé. Et en histoire. Voilà, mais je pense que il faut vraiment que tout le monde ait conscience de cet aspect-là de la vie étudiante, parce que les cours, ça représente une partie de notre vie en tant qu'étudiant, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Et on l'a vu avec la pandémie, les étudiants ont besoin de liens sociaux, de culture, d'accompagnement de santé. Il faut aussi que les responsables d'établissements d'enseignement supérieur qui sont dans ces villes, ça peut être des écoles, ça peut être des lycées aussi, parce que les lycées sont aussi des établissements d'enseignement supérieur avec les BTS ou les classes préparatoires. Il faut qu'ils aient conscience qu'ils peuvent aussi être accompagnés. Je citais le Crous, c'est un acteur essentiel sur l'accompagnement de la vie étudiante. Donc voilà, c'était ma modeste intervention. Merci beaucoup. Pour aller dans votre sens, je pense qu'aujourd'hui, dans ces villes universitaires d'équilibre, les collectivités ont compris que la vie étudiante était un facteur d'attractivité. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une réputation intéressante d'un établissement, d'un IUT ou autre, mais c'est vrai que vous avez raison, ce qui freine aujourd'hui, alors moi je peux en parler assez facilement, puisqu'on est Nîmes est à 45 km de la ville étudiante par excellence qui est Montpellier. On sait très bien que Montpellier est connu aussi au-delà de la qualité de la formation qu'elle peut dispenser dans tous les domaines, mais par la qualité de sa vie étudiante. Ça, c'est clairement identifié. De la même manière, à l'ouest, Toulouse est bien connu pour la qualité de sa vie étudiante. Et ça, je pense qu'il y a un point qui est crucial aujourd'hui, c'est que les collectivités qui veulent développer l'enseignement supérieur, elles veulent faire venir des jeunes parce que ça fait vivre leur ville, et qu'elles ont compris, en tout cas, je pense qu'elles commencent à comprendre que pour attirer ces jeunes-là, il faut vraiment développer cet aspect-là. Et vous l'avez dit, et je suis content que vous le disiez, vous, étudiants, c'est pas uniquement l'aspect festif, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes très sensible à ce qui est sport, culture, et ça, c'est un point capital aussi pour nous, nos villes d'équilibre. Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis l'attractivité pour les étudiants, c'est aussi l'attractivité pour les citoyens de demain dans ces territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'étudiant derrière ces villes et ces collectivités. Ce qu'elles recherchent, c'est des professionnels pour les métiers de demain qui vont se développer dans ces villes. Et ça, c'est pas parce que là aussi il y a le travail, mais il y a la façon de vivre et tout ce qui va autour. Et c'est exactement les mêmes dimensions. Donc si on le développe pour l'étudiant, on le développe aussi pour le citoyen de demain dans ces territoires. Et je pense que les collectivités commencent à bien comprendre ça. Donc ça va forcément avancer. Sur Toulouse, une intervention ? Oui, une petite intervention. Le micro arrive. Voilà, je ne me suis pas présenté, Damien Polkotiki tout à l'heure. Donc, je reviens sur les territoires. Et donc, j'ai participé à un atelier qui était très intéressant, c'est Société et Sciences, qui n'a pas été trop évoqué cet après-midi. On parle du citoyen. Effectivement, les étudiants deviennent des citoyens. Quand j'ai le terme VIE en tête, j'ai le terme également bassin d'emploi, bassin de formation et bassin de vie, parce que c'est les citoyens, ils vivent après. Quand on parle de science, d'innovation, je pense que les scientifiques sont malheureusement pas trop audibles dans les territoires. Moi, j'habite dans le Gers.
Bon, je pense que il y a quelques scientifiques, mais on n'a pas les scientifiques sont pas audibles. Je pense que ça, c'est un point qu'il faudrait travailler avec, par exemple, les communautés de communes qui peuvent être des bons relais dans certains territoires, même comme le Gers, il y a de la méthanisation. Il y a pas mal de procédés scientifiques qui sont pas connus, qui sont pas disons marketingés, si on peut utiliser ce terme-là. Je pense qu'il faudrait vulgariser un peu la science, parce que les gens dans les territoires, ils savent pas ce que c'est que la science, ils savent ce que c'est que la science quand ils voient la science appliquée, quoi. Mais les TRL 1, 2, 3, ça leur parle pas du tout. Et pour eux, c'est du chinois. Enfin, c'est un terme qu'on ne devrait pas utiliser maintenant. Mais c'est un peu ça. Donc, et le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait peut-être redonner un peu la confiance scientifique. On a vécu 2 années ou 3 années où sur des plateaux de télévision, les scientifiques se contredisaient tous. Ça n'apporte pas l'eau au moulin, disons des liens entre la société civile et la société scientifique. Voilà, enfin, c'est quelques points qu'il faudrait amener au débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres interventions? Oui, Claire, si tu m'entends, une autre intervention à Toulouse. Oui. Vas-y. Oui, bonjour, Maud Leung, UFTMIP, l'Université fédérale, département réseau des sites universitaires. Donc, notre mission, justement, c'est de fédérer à la fois en interville et en intraville universitaire. Alors, je voudrais saluer l'ensemble des collaborations qu'on peut avoir, à la fois avec la région, au niveau de l'académie, et à la fois aussi sur chacune de ces villes universitaires. Alors, nous, on est du côté de l'Occitanie de l'Ouest. La saluer parce que pour échanger au niveau national avec d'autres universités, avec d'autres collectivités, on n'a pas nécessairement ce niveau de collaboration. J'abonde dans ce que vient de dire Benoît sur la nécessaire collaboration avec les collectivités, est extrêmement important. Voilà, il y a un nouveau qu'on ne retrouve pas partout. Oui, aujourd'hui, dans les fameuses feuilles de route, nous on appelle ça les schémas locaux, la vie étudiante est un enjeu. Le Covid et puis aussi les Gilets jaunes ont renforcé cette dimension-là. Et aussi, un petit peu, je dirais, de manière duale, la question de la recherche, parce qu'on a parlé d'attractivité, il faut que ces territoires ils soient attractifs pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants-chercheurs qui y viennent, pour qu'on ait vraiment des villes universitaires d'équilibre. Et tout ça, effectivement, ça s'accompagne en termes justement de diffusion scientifique, de démystification, telle qu'on a pu aussi la vivre. Voilà. Donc à nouveau, je remercie et je salue le travail partenarial. Merci Maud. Claire, merci beaucoup. Attends Claire, je vais reprendre le micro, pardon, pour passer la parole à la présidente de l'Université Jean Jaurès. Oui, merci. Je vais poser une question qui embrasse plus largement que le point qui vient d'être exposé, mais je crains de ne pas pouvoir la poser après parce que je vois le temps qui file. Dans le cadre des contrats quinquennaux entre les établissements et l'État, il est question d'un volet territorial et je trouvais que c'était peut-être un bon moment, puisque nous sommes tous réunis ici, pour que vous puissiez nous en dire 2 mots, parce que nous sommes un petit peu dans l'attente d'informations. Voilà, donc je glisse la question. Pardon, c'est pas tout à fait lié aux villes universitaires d'équilibre, même si la question évidemment englobe ce point-là. Je vais laisser la réponse à Philippe ou à Frédéric. Oui, pour en dire quelques mots, effectivement, il y a une petite innovation dans le renouvellement des contrats quinquennaux, puisqu'il est désormais possible de signer un volet territorial dans le cadre de ces contrats de site. Depuis plusieurs semaines maintenant, on y travaille avec les collègues du rectorat. On essaye d'alimenter ce possible contrat entre la collectivité régionale et l'État adossé au volet, au contrat quinquennal des établissements. Pour l'instant, la signature finale n'est pas arbitrée. On souhaite y donner le maximum de contenu possible et en fonction du contenu final que l'État acceptera
de partager avec nous. Il y aura une décision politique qui sera prise sur la signature ou non de ce volet territorial. Merci beaucoup. Donc on voit que ça c'est pas encore bien, c'est pas calé, c'est pas calé. D'autres interventions sur Montpellier? Non. Sur Toulouse non plus? Bon, non, je crois que c'est bon. Donc on va aller vers la conclusion. Je pense que de toute façon le timing doit être à peu près celui-là. Donc dans la conclusion, on va les prochaines étapes. Donc il va y avoir quand même une poursuite des échanges institutionnels jusque mai 2022 avec les établissements, avec les organismes, avec les collectivités, etc. Et puis avec le Césaire, le recueil de contributions écrites qui peuvent encore être faites jusqu'au 22 avril, donc encore 3 semaines, et puis des arbitrages finaux qui seront effectués en mai pour un document avec une adoption en assemblée plénière du Conseil régional qui est prévu le 30 juin 2022, et derrière une mise en place des nouveaux dispositifs qui rentrent dans ce nouveau schéma régional à partir de septembre 2022. Grâce aux contributions que vous avez tous données au sein des ateliers et puis de tous les temps de concertation, on peut imaginer qu'effectivement ce schéma régional est un schéma régional qui sera d'emblée saisi par chacun de vous pour la mise en place des nouveaux dispositifs. Donc je vous remercie de vous être prêté à ce temps d'échange et de discussion sur les grands éléments de ce schéma issu des concertations. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie l'ensemble des services qui nous ont quand même permis de construire toute cette étape de concertation qui était, je pense, extrêmement importante, et puis qui vont aussi nous aider à construire la suite jusqu'à l'adoption du schéma. Merci à vous tous, et puis je vous invite aussi bien à Toulouse qu'à Montpellier à un petit temps d'amitié juste derrière. Merci.